Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 9 janvier, les titres de cette édition. 36e jour de grève contre la réforme des retraites. Ce jeudi, les syndicats appelaient à une nouvelle mobilisation interprofessionnelle. Nous étions au départ du bus de la FSU Yvelines vers la capitale pour participer au cortège parisien. Une nouvelle action en justice de 7 associations fin décembre. Elles ont porté plainte contre X avec constitution de partie civile. Le but, l'ouverture d'une instruction judiciaire suite à la fuite d'hydrocarbures survenue en février dernier dans le département. Enfin, les municipales 2020, à la tête de La Verrière depuis 2016, Nelly Dutu sera candidate pour un nouveau mandat. La maire sortante communiste mènera la liste La Verrière en commun. Et puis on parlera aussi du scrutin à Montigny-le-Bretonneux avec le lancement officiel d'une première candidature pour prendre la suite de Jean-Luc Ourgaud. Nouvelle journée de grève et de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites. Il s'agit de la 4e mobilisation interprofessionnelle depuis le début du mouvement. À Paris, 370 000 personnes ont défilé dans le cortège selon la CGT et dans le cortège justement des enseignants des Yvelines. Plusieurs bus avaient été affrétés au départ de notre département. Et depuis plus d'un mois, ils sont mobilisés à Trappes. Ils étaient une vingtaine à partir en fin de matinée vers la capitale. Les propos sont recueillis par Aurélie Ronze et Rémi Lefebvre. Là, c'est un temps fort pour exprimer ce qui est inacceptable, c'est-à-dire cette réforme des retraites à point. Cette retraite n'a qu'une seule vocation, c'est de diminuer ce qu'on appelle le taux de remplacement qui passerait de 70 à 50% pour l'ensemble des salariés et qui pénaliserait particulièrement les enseignants en ce qui nous concerne. La solidarité est cassée, elle est cassée entre les générations, entre les hommes et les femmes, entre ceux qui gagnent beaucoup et ceux qui gagnent peu, et ce sera une régression sociale pour 99% des salariés, comme ça s'est passé en Allemagne et en Suède où la retraite par points a été mise en place. La grève qui continue de créer des perturbations, des écoles yvelinoises quelque peu impactées aujourd'hui. Dans les transports, beaucoup de perturbations depuis le début du mouvement. En conséquence, le pass Navigo du mois de décembre sera entièrement remboursé. Annonce hier soir de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Gain de cause obtenu après des négociations avec la RATP et la SNCF. 200 millions d'euros seront à débourser. Pour se faire dédommager, une plateforme Internet sera accessible avant la fin janvier. Il suffira de vous munir de votre justificatif de paiement ou du numéro de votre passe Navigo et de le renseigner sur le site lors de votre demande. Mais vous le savez, les perturbations vont se poursuivre dans les prochains jours. Vos prévisions de circulation pour la journée de demain, vendredi, à retrouver sur les sites de la RATP et de Transilien. Une cérémonie des vœux de 2020 à plaisir sur fond de Paris-Nice. Hier, mercredi, au gymnase Nicolas Sler, la maire Joséphine Coleman-Berger a rappelé que sa commune sera à la ville départ de la course cycliste le 8 mars prochain. Elle est ensuite revenue sur les événements marquants de l'année 2019 en justifiant l'importance des maires et des communes dans la société actuelle. Les propos sont collectés par Nicolas Dandry. C'est s'oublier et c'est être avec les autres. C'est-à-dire d'avoir une disponibilité grande, d'avoir le sens des responsabilités, d'être à l'écoute, même quand les choses sont difficiles, parce qu'aujourd'hui, la population est vraiment dans une morosité forte. Et je pense que le maire est encore l'entité qui est ancrée sur le territoire, vers qui on peut se tourner, frapper à la porte, dire « Madame le maire, ça va, Madame le maire, ça ne va pas ». Et ça, je crois qu'il faut qu'on le garde précieusement. Souvenez-vous, cette catastrophe remonte au 24 février dernier. La rupture du pipeline Île-de-France de Total à hauteur d'Autouillet, Vic et Boissy sans avoir. Résultat, 1 million de litres de pétrole déversés dans des champs et cours d'eau. Fin décembre, 7 associations ont porté plainte contre X avec constitution de partie civile pour pollution des eaux. 2 sont en plateau avec nous. France Nature Environnement Yvelines représentée par Marie-Josée Rossi-Jaouen et Sauvons les Yvelines avec Philippe Heurtevent. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Et vous êtes venu accompagné de votre avocat Marc Pitti-Ferrandi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat au barreau de Paris et vous exercez sur le droit public et le droit de l'environnement. Déjà, pourquoi cette nouvelle action en justice? On rappelle qu'il y avait déjà une plainte qui avait été déposée sur ce sujet. Bien, parce que quand on dépose plainte contre X auprès de Madame la procureure de la République de Versailles. Madame la procureure a tout loisir de donner suite ou non à cette plainte. Donc nous avons fait cette plainte au mois de décembre. Oui. Et puis, donc pour l'instant, nous n'avons pas eu de réponse. Donc la seule façon que nous avons
de pouvoir porter l'affaire en justice, c'est de se constituer partie civile et un juge d'instruction va être nommé et à ce moment-là, nous pourrons avoir accès au dossier car actuellement, depuis le début de cette affaire, nous n'avons jamais eu accès au dossier. Ça veut dire que vous dénoncez aujourd'hui un manque de transparence sur le dossier ? Un manque de transparence, voire même parfois un peu de mépris à l'égard des associations de protection de l'environnement, alors que notre démarche, elle se veut sereine, elle se veut responsable. Nous, ce que nous voulons, c'est savoir ce qui s'est passé, comprendre pour éviter que ça se reproduise et surtout prendre les mesures nécessaires pour protéger l'environnement dans les années à venir. Alors, le pipeline a été remis en service depuis juillet. Il relie, pour rappel, la raffinerie de Grand-Puy en Seine-et-Marne et le dépôt pétrolier du Havre. Marie-Josée Rossi-Jaouen, quel est le travail qui a été mené par les associations justement sur ce dossier depuis un an ? Eh bien, les associations ont d'abord participé à toutes les réunions organisées par la préfecture de façon à montrer qu'elles étaient vigilantes sur l'évolution du dossier. Nous avons demandé à plusieurs reprises la communication de documents, en particulier sur l'analyse du tronçon qui avait été impacté par cette fissure. Nous avons aussi travaillé sur le projet d'arrêté quant à la remise en état de la parcelle, qui nous semblait dans son premier jet, présenter un certain nombre de manques. Nous attendons toujours un arrêté sur les conséquences sur le milieu qui est prévu. Ça veut dire qu'aujourd'hui on n'a pas de vision sur les conséquences. Qu'est-ce que vous redoutez justement, une pollution considérable ? Eh bien, effectivement, sur la pollution de l'eau, il nous manque encore un certain nombre d'éléments. Sur les conséquences sur la faune et la flore, il n'y a pas eu vraiment de bilan de fait. Les associations plus spécialisées ont quelques résultats sur les conséquences sur les insectes, les batraciens, etc. Mais on n'a pas un bilan encore bien défini. Nous avons des inquiétudes aussi en ce qui concerne l'infiltration des hydrocarbures en direction des nappes phréatiques, puisqu'il était prévu un délai de 100 jours. Et visiblement, les travaux n'ont pas été effectués Donc pas de vision finalement sur les conséquences. Alors je précise que le groupe Total que nous avons sollicité n'a pas pour le moment répondu à nos sollicitations. Marc Pitti-Ferrandi, je me tourne vers vous parce qu'il nous reste peu de temps dans cet entretien. Expliquez-nous la particularité de cette action. Donc c'est une plainte contre X avec constitution de partie civile. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, ça signifie qu'on demande qu'un juge d'instruction soit nommé. Il faut savoir que cette pollution de 2019, elle fait suite à une précédente pollution de 2014, 5 ans avant celle-ci, qui était une pollution d'à peu près 500 mètres cubes de pétrole, dont les causes n'ont pas été élucidées, puisque justement, il n'y avait pas eu de juge d'instruction. Il y a eu une plainte qui a été déposée par une association de protection de l'environnement qui a abouti à un classement sans suite. C'est ça qu'on veut éviter ici. On veut qu'un juge d'instruction rentre dans le dossier, fouille, mettre en évidence les négligences, et on est persuadé qu'il y en a, et c'est une évidence finalement, le simple fait que la pollution se répète 5 ans après, et qu'on n'ait pas tiré clairement les conclusions des causes de la pollution de 2014, sans non plus identifier réellement les causes de la pollution de 2019, ça met en évidence que certaines mesures auraient nécessairement dû être prises pour empêcher la pollution de 2019. Et elle en est où cette procédure ? Aujourd'hui, elle a été lancée fin décembre. Elle a été lancée fin décembre avec le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile. On attend la désignation du juge d'instruction. On va lui demander aussi d'identifier les dégâts, plus précisément les dégâts causés à l'environnement. Dans le mois qui a suivi, on sait qu'il y a quand même un certain nombre de poissons, plusieurs dizaines de poissons qui ont été repêchés morts. Bon, on sait bien qu'on ne les a pas tous repêchés, même ceux qui sont morts immédiatement, beaucoup ont continué... n'ont pas été repêchés. Il y a des dizaines de ragondins, un agneau aussi qui est tombé, on ne sait pas comment, qui est mort le malheureux, et les batraciens de production qui sont estimés à plus long terme, puisque ça s'est passé au début du printemps, donc ça c'est dans l'année à venir. On l'a compris, pas de vision sur les conséquences. En tout cas, merci à vous trois d'être passés en plateau, et on suivra bien sûr la suite de cette procédure dans nos prochaines éditions. Allez, dernier embarquement déjà pour notre machine à remonter le temps. Toute cette semaine, nous revenions sur les faits marquants de l'année 2019 dans les Yvelines. Focus ce soir sur les événements qui ont marqué les mois d'octobre à décembre avec Marie-Lénia Pichino.
Cette fin d'année 2019 a largement été marquée par les mouvements sociaux. Cela n'était pas arrivé depuis 2001. Les policiers se sont mobilisés pour une marche de la colère à Paris. Les Yvelinois étaient du cortège. Forte mobilisation également des agriculteurs, conditions de travail, sentiment de persécution, ils ont bloqué les péages et les routes yvelinoises pour même terminer sur le périphérique parisien. Les hôpitaux ont réalisé plusieurs actions pour dénoncer leurs conditions de travail de plus en plus difficiles, avec par exemple cette opération à l'hôpital Mignot symbolisant la mort de l'hôpital. Enfin et surtout, la grève illimitée contre le projet de réforme des retraites. Elle a débuté le 5 décembre et impacte grandement les transports. Les cheminots de Versailles se montrent particulièrement déterminés. La suite, c'est la continuation de la grève, son renforcement et la question de sa généralisation à tous les secteurs. Et puis, ma foi, s'il faut faire la bûche de Noël sur les piquets, on le fera. Le conflit est toujours actif en ce début janvier, une durée record et une dimension interprofessionnelle. Plusieurs actions locales et notamment le 17 décembre, 600 manifestants se sont réunis à Versailles. Une réforme basée sur le rapport du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Il est justement venu en débattre et faire de la pédagogie à Vélizy. L'homme d'État a depuis démissionné de ses fonctions. Nicole Belloubet, garde des Sceaux, a rencontré les acteurs des quartiers de reconquête républicaine à Trappes. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, s'est rendue auprès des étudiants de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines sous la thématique de la précarité étudiante. Édouard Philippe, le Premier ministre et sa ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ont lancé l'application Mon compte formation à Guyancourt. Enfin, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a présenté son plan anti-communautarisme au Mureau, début décembre, avant de revenir à la fin du mois à Manille-les-Hameaux pour la présentation du dispositif de sécurisation de la nuit de la Saint-Sylvestre. Mais l'événement qui a le plus concentré de ministres dans le département, c'est malheureusement l'incendie du chapiteau de Chanteloup-les-Vignes. Un incendie criminel sur un centre culturel inauguré seulement 1 an auparavant. Immédiatement, la décision a été prise de le reconstruire et pour cela, l'État et les collectivités locales ont assuré leur soutien financier. Et vous savez, quand on voit ça, on se dit mais ça va transformer durablement la vie des gamins. C'est-à-dire qu'il va plus rien ne se passer. Ça, c'est pas possible. Plus de 700 entreprises au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. La 4e convention d'affaires Sky Business Day a permis 4000 rendez-vous entre acteurs de l'économie du territoire. Votée depuis 2017, la fusion des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine n'est pas encore effective, mais les travaux communs se multiplient. L'agence d'insertion yvelinoise Activity a élargi son champ d'action aux Hauts-de-Seine. Un portail internet commun aux 2 départements a été ouvert. On est plus fort à 2 que tout seul. Ce que nous voulons mettre en œuvre, aussi bien à travers la fusion qu'à travers les progrès que nous faisons administrativement, techniquement dans cette fusion, c'est l'inverse. C'est donc que c'est l'administration qui se met au service de l'usager, au service du citoyen. Le syndicat mixte Yvelines Numérique est devenu Seine et Yvelines Numérique. Les 2 présidents de département ont même été auditionnés sur ce projet de fusion à l'Assemblée nationale. Enfin, l'Université des mairies des Yvelines accueillait aussi les maires des Hauts-de-Seine pour la première fois. Le mercredi 16 octobre, 259 maires des Yvelines et 36 des Hauts-de-Seine se sont retrouvés à Port-Marly. Le mois de novembre a marqué un anniversaire, celui des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. De nombreuses communes l'ont célébré par différents ateliers. Sur le camp militaire de Satory, le Quatuor à cordes de l'armée de terre a donné une série de représentations pour la première fois ouvertes au public. Enfin, côté sport, le 103e Open de France de golf s'est tenu au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. C'est le Belge Nicolas Colsertz qui s'est imposé sur le green. Plus de 6000 personnes par jour sont venues y assister. Depuis lundi, vous le savez, les vacances sont terminées, mais rassurez-vous, pas les idées de sortie avec nous en plateau. Mélanie Poquet, bonsoir. Bonsoir. Ce week-end encore, il y a de nombreuses animations sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Et oui, pourquoi ne pas se laisser tenter par une soirée punk à Voisins-le-Bretonneux Métassos investit la salle de la Tour. Alors ce samedi 11 janvier, 4 groupes punk vont se partager la scène, des groupes locaux comme les Poissons Noirs ou les Monkeys Bollocks. Et le clou de la soirée, c'est la tête d'affiche, ce sont les Washington Dead Cats. C'est un groupe majeur de la scène alternative fondé en 1984.
Le concert débute à 20h, c'est à la salle de la Tour de Voisins-le-Bretonneux et l'équipe de Métassos annonce déjà la couleur, un bon gros concert punk qui va faire mal aux oreilles. Du côté de Plaisir, c'est un rendez-vous à vivre à deux. Oui, à deux mais en famille. L'association Plaisiras pour la promotion du théâtre et du spectacle vivant propose un stage. Alors pour y participer, il faut former un binôme, parents-enfants, grands-parents-enfants, un oncle, une tante, comme vous le voulez, avec un enfant bien sûr. L'idée, Grégory, vous l'aurez compris, c'est de vivre à deux. Et ce dimanche 12 janvier, vous ferez des petits jeux théâtraux. On va travailler le corps, la voix, les émotions, l'espace scénique, voilà un petit peu tout ce qui fait les bases du théâtre. C'est vraiment l'idée de partager ensemble le temps d'une journée un atelier. Alors on finira par un petit goûter festif, histoire qu'on finisse comme ça, avec un petit débriefing entre nous. Alors, des inscriptions sont à prévoir auprès de Virginie, la présidente. Ce stage peut aussi être l'occasion, pourquoi pas, de découvrir une activité à faire à la rentrée de septembre. Merci Mélanie, et votre première émission de l'année, le 7-8 Loisirs, est à retrouver ce soir sur TV78 après ce journal. L'heure de la page municipale pour terminer. À Montigny-le-Bretonneux, la majorité sortante a lancé sa campagne ce jeudi matin pour prendre la suite du maire Jean-Luc Ourgaud, élu en 2017 et qui ne se représentera pas. La liste Montigny Ensemble sera conduite par l'ex-directeur de cabinet Laurent Merker, une candidature sans étiquette mais avec une sensibilité centriste. Marilène Yapichino et Jade Brun. Après 19 ans de service, il a quitté son poste de directeur de cabinet le 31 décembre dernier pour se lancer pleinement dans cette campagne. Laurent Merkert conduit la liste Montigny Ensemble, issue de la majorité sortante. Nous avons l'intention, bien sûr, de préserver ce à quoi les gens sont très attachés dans la ville, c'est-à-dire un cadre de vie privilégié, des services extrêmement importants, et aussi dans la relation qu'il peut y avoir entre les habitants et leurs élus, une connexion permanente. Transition écologique, sécurité, une réhabilitation du centre-ville imaginé avec les habitants sont les grandes lignes du programme qui sera dévoilé fin février avec les 39 noms de la liste. Un groupe Montigny Ensemble qui sera renouvelé à 50%. On peut parler de continuité créatrice. Voilà, c'est-à-dire continuer à travailler comme on l'a toujours fait, mais essayer de faire en sorte aussi d'y apporter tous les changements que nous estimons nécessaires, et ce, toujours en étroite collaboration avec nos habitants. Laurent Merkert se présente sans étiquette, mais de sensibilité centriste au sein d'un groupe ouvert. Je n'ai pas sollicité de soutien. En revanche, si des partis des partis républicains bien sûr, souhaitent m'apporter leur soutien, je le prendrai avec plaisir et évidemment je le ferai figurer sur l'affiche. Je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont vis-à-vis des habitants. Première réunion publique pour cette liste le 15 janvier à la salle Jacques Brel. Les Igny-Montins ont déjà commencé à recevoir le courrier de candidature dans leur boîte aux lettres. Les tractages commenceront le premier week-end de février. Elle sera candidate à La Verrière, cette fois-ci pour un mandat complet. Bonsoir Nelly Dutu. Bonsoir. Maire sortante communiste, vous conduirez la liste La Verrière en commun. On rappelle que vous avez pris la suite d'Alain Hajaj en cours de mandat, maire qui était maire depuis 2012 et qui a démissionné en 2016 pour raison de santé. Pourquoi être candidate cette fois-ci pour un mandat complet ? Bien parce que je pense qu'on a, depuis les 4 ans que je suis là, j'ai suivi le programme de 2014, je l'ai mené à bien, au bout. On a pris nos marques, on a fait, l'équipe et moi, on a rénové un certain nombre d'équipements sur la ville. On a eu beaucoup de projets, il y a l'ANRU qui est reparti, il y a la ZAC Garbécane qui repart, et des projets plus sociaux, j'ai envie de dire. Et donc j'ai beaucoup de projets dans la tête. Il reste des choses à faire encore. Bien sûr, au service des Verrièrois. Donc je repars. Donc des choses encore à faire, et vous le disiez, ce qui avait été promis dans cette mandature depuis 2014 a été réalisé. Oui, dans la grande majorité. Bien sûr, bien sûr. Donc la crèche en faisait partie. Elle va avoir les premiers coups de pioche autour du mois de mars-avril. Donc voilà. Il y a des choses en plus, puisque la rénovation des espaces du parc n'était pas prévue, mais on a saisi l'occasion que nous tendait le département. L'ANRU était mal parti, on l'a remis sur les rails.
Donc oui, on a fait beaucoup. Je pense qu'on n'a pas à rougir du mandat qu'on a effectué. C'est vrai que je suis arrivée en milieu de mandat. Je pense il a fallu un petit temps d'adaptation. Mais je suis bien dans cette fonction maintenant. Et je vous dis, on a plein d'idées à défendre dans la perspective d'améliorer la vie de tous les jours des Verrières-Rois. Alors la Verrière, c'est une ville communiste depuis les années 1970 et c'est une ville où la gauche partira divisée pour ces élections. 11 élus de la majorité, dont 4 adjoints, sont menés par Jean-Yves Blé. Ils vont également conduire une liste. Ils avaient pris leur distance avec vous il y a un an, dénonçant à l'époque un manque de concertation. Est-ce que ça vous a fait douter dans votre envie de vous présenter cette scission? Pas du tout. Non, pas du tout. Le procès qui m'est fait d'un manque de concertation, j'avoue ne pas trop le comprendre. Les concertations, on les a toujours menées, même plus de réunions que toutes celles qui doivent avoir lieu. Puisqu'il y a eu des débats autour de la crèche. Je regardais M. Blé la dernière fois. Lui-même dit c'est lui qui a eu l'idée de la mettre à la PMI. Oui, il y avait plusieurs endroits à la mettre. J'ai écouté, on a voté, on était à l'unanimité, moins 2 voix sur l'emplacement. Tout allait bien et d'un seul coup, quelque chose déraille. Je vais laisser la responsabilité à chacun. Chacun a sa façon de voir les choses. Est-ce que ça veut dire que du coup aujourd'hui il y a un risque d'alternance, que finalement la gauche perde la Verrière? Non. Non, vous en êtes sûr? Il y a aucune C'est pas moi qui fais, de... attention, parce que ce n'est quand même pas moi. Ça ne parle pas de vous. Ce n'est pas moi qui ai semé la division. Et du coup, est-ce qu'il y a une possibilité de réconciliation ou c'est pas à l'ordre du jour? Je n'ai jamais demandé aux gens de partir. Je leur ai même proposé de rester. Et jusqu'à aujourd'hui, alors que M. Blé et les anciens élus, les élus d'aujourd'hui, font une liste, ils sont toujours adjoints. Je ne les ai pas... je ne leur ai pas enlevé leur mandat. Et du coup, quid de votre liste? Est-ce qu'elle est complète aujourd'hui? Elle est complète, vous avez trouvé l'ensemble de vos colistiers. Est-ce que vous... La liste est complète. J'ai, alors vous allez me demander, mais j'ai le soutien de mon parti de bas jusqu'en haut. J'allais vous le demander, l'investiture du Parti communiste. Je sentais bien, et c'est normal. Non, j'ai le soutien de ma section, de mon département et du national. Je n'ai aucun souci de ce côté-là. Et à côté de ça, mon sujet n'est pas tant ça que d'avoir une liste qui représente les habitants de la Verrière. La grande majorité de son quartier nulle part. Mais on partage des valeurs, on partage la notion du service public, la notion du bien commun. Et c'est ça qui est privilégié dans cette liste. Et celle d'associer peut-être les habitants à votre démarche. Vous avez souhaité construire votre programme avec les Verrières-Rois. Il y a des ateliers qui ont été organisés depuis octobre. Oui. Pourquoi cette démarche, du coup? Parce que il me semble que pour faire un programme qui correspond aux habitants, il vaut peut-être mieux les écouter d'abord, voir où malgré tout ce qu'on a fait, où ça a pêché quand même, parce que on n'est pas non plus à 100% de ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui pour eux est important, qu'est-ce qu'ils voudraient changer en priorité. Donc il faut d'abord peut-être un peu écouter les gens avant de leur proposer un programme qui correspond, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui il n'est pas encore prêt, ou dans les grandes lignes en tout cas on a effectivement récolté les doléances, j'ai envie de dire, des Verrières-Rois. Et avec ça, on est en train de travailler sur un programme qui corresponde à la teneur de ce qu'on a eu avec eux. Qu'est-ce qui ressort des priorités justement des Verrières-Rois, celles qu'ils identifient au cours de ces l'éducation des enfants, la formation des jeunes, des 16-25, l'emploi, bien sûr. Ou à la Verrière, il y a 16% de chômage, ça c'est une thématique qui les inquiète? Ils ont raison quand même. Je comprends qu'avec 16% de chômage, il y a un souci quand même. On a un quartier qui est en dessous du seuil de pauvreté. 40% des gens sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est normal que les parents s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants et demandent une aide de ce côté-là. Alors l'aide, elle est ce qu'elle est, puisque
On est une commune, on n'est ni une entreprise, ni l'éducation nationale. Mais j'ai de quoi en parler. Mais on peut aider. Il y a plein de choses à faire. On est en train de mettre d'expérimenter peut-être des choses dans le programme qu'on va sortir. Un mot, vous parliez de la rénovation urbaine, justement, cette rénovation urbaine du bois de l'étang. Vous souhaitez-vous plutôt une réhabilitation, puis sans destruction, pardon, une réhabilitation plutôt qu'une destruction, c'est ça? Alors, l'ANRU, on a, vous savez bien que, il y a eu un moment très, très compliqué il y a quelques années. Quand j'ai repris les discussions, mon grand souci était d'apaiser les choses déjà, et après de recommencer à discuter avec la population du bois de l'étang. On a eu des comités de vie et de voisinage, ça fait déjà quasiment 2 ans qu'on en a à peu près tous les mois et demi, 2 mois. On a recommencé à discuter, la confiance revient petit à petit, et il y avait cette question centrale de la démolition. Au bout d'un moment, il m'a semblé important de prendre position parce qu'autrement on restait dans du flou et on n'arrivait pas à en sortir. Donc j'ai pris position contre les démolitions pour plusieurs points, et le conseil municipal a voté majoritairement contre les démolitions. Une question, car vous êtes aussi vice-présidente de 50 ans en Yvelines, en charge de l'économie sociale et solidaire. Voilà, j'avais perdu ma fiche. Est-ce que le travail mené avec l'agglomération est satisfaisant aujourd'hui? Vous souhaitez renforcer davantage les liens? Je pense que de ce côté-là, on peut faire beaucoup plus. Beaucoup plus. Et notamment mener des projets. Il y a le doublement du pont de la Ville-Dieu, qui est un projet qui pourrait arriver. Alors ça, ce serait bien. Ce serait bien. Le matin, tout est engorgé de part et d'autre du pont, dans la transversale, tout pareil. Et là, il y a vraiment de quoi réfléchir à une meilleure, à être desservi, parce qu'il y a toute la zone industrielle de Trappes et Lancourt qui est là. Là, il y a vraiment une réflexion à avoir. Dernière chose, pardon. Est-ce que vous avez un prochain rendez-vous? Une réunion avec les habitants. Ah oui, on a d'abord les vœux, puisque mes vœux sont ouverts à toute la population et en général, elle répond bien présente. Et puis le 31 décembre, c'est la liste La Verrière en commun qui appelle les gens à venir partager une galette, et aussi... 31 janvier, vous avez dit 31 décembre, ce sera bien le 31 janvier. 31 janvier. Donc prochain rendez-vous le 31 janvier. 31 janvier, merci. Où on va, entre autres, présenter nos candidats. Merci Nelly Dutu, maire sortante communiste de La Verrière, tête de liste de La Verrière en commun pour ces prochaines élections municipales. Et en face de vous, je précise qu'il y aura Jean-Yves Blé, Nicolas Dainville et également Gérard-Claude Morfin qui conduira une liste La Verrière citoyenne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée sur TV78.